Après avoir acheté ma première maison, mes parents ont dit qu'elle aurait dû revenir à ma sœur à la place. Je pensais que c'était juste une mauvaise blague, jusqu'à ce qu'ils me traînent en justice, et essaient de forcer le transfert de la maison à son nom. C'est un compte jetable pour des raisons évidentes, cependant. Honnêtement, après tout ce qui s'est passé, je me fiche pas mal de savoir qui lira cette histoire maintenant. J'ai 31 ans, je suis un homme, je travaille dans l'investissement immobilier commercial, et je viens de conclure l'achat d'une maison à 850 000 €, située dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. 4 chambres, un garage pour 3 voitures, et un jardin assez grand pour y organiser le Super Bowl. Le genre d'endroit dont je rêvais en grandissant, dans notre petit pavillon exigu, où je partageais ma chambre avec ma sœur capricieuse jusqu'à l'âge de 16 ans. Laissez-moi vous brosser le tableau familial, car le contexte est important ici. Mon père est cadre moyen dans une compagnie d'assurance. Il gagne bien sa vie, mais rien d'extraordinaire, récoltant peut-être 75 000 € par an. Ma mère est hygiéniste dentaire à temps partiel, travaillant 3 jours par semaine, et ramenant à la maison environ 35 000 € de plus. Ils sont solidement ancrés dans la classe moyenne, ils vivent confortablement, mais ne sont en aucun cas riches. Mais ils ont décidé très tôt que ma sœur Victoria, qui a 33 ans aujourd'hui, était leur précieuse princesse, et qu'elle méritait le monde entier. Et moi, je n'étais que l'enfant de rechange, celui qui devait se débrouiller tout seul. C'est la dynamique classique de l'enfant chéri contre le bouc émissaire, celle dont on parle dans les livres de psychologie. Victoria a eu droit à des cours de danse, des leçons de piano, des cours d'art, des colonies de vacances, et des professeurs particuliers quand ses notes chutaient. Moi, on me disait d'aller jouer dehors, et de trouver des solutions par moi-même. Quand j'avais 17 ans et que je voulais passer les examens d'entrée à l'université, j'ai dû payer les 60 € de frais moi-même, avec l'argent de mon travail au garage du coin. Pendant ce temps, Victoria a reçu une BMW toute neuve pour son 18e anniversaire, car elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour ses études. Mais voici le truc. Au lieu de devenir amer et rancunier, comme certains l'auraient été, j'ai utilisé cela comme une véritable source de motivation. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment pendant les étés au lycée, dès mes 16 ans, faisant le sale boulot pour 12 € de l'heure, sous une chaleur écrasante. J'ai économisé chaque centime, et je me suis payé mes études de finance dans une université d'État. Je travaillais plus de 30 heures par semaine dans divers emplois, à la librairie du campus, comme serveur au restaurant, ou sur des chantiers le week-end, tout en maintenant une moyenne d'excellence dont je suis encore fier aujourd'hui. J'ai obtenu ma licence d'agent immobilier lors de ma 3e année, et j'ai commencé à négocier des contrats le week-end, touchant de petites commissions qui se sont accumulées avec le temps. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 8 ans dans l'immobilier commercial. J'ai commencé comme le gars qui apporte le café et rédige les textes, puis j'ai gravi les échelons, jusqu'à conclure des contrats à plusieurs millions d'euros. L'année dernière, j'ai gagné 180 000 € de salaire de base, plus les primes. Cette année, je suis bien parti pour atteindre les 220 000 €. Victoria, quant à elle, a obtenu un diplôme en communication. Mes parents ont payé 160 000 € pour cela. Oui, vous avez bien lu, 160 000 €. Elle a passé 2 ans à se chercher en Californie, vivant dans des appartements hors de prix, qu'il finançait. Elle est revenue avec 0 perspective d'emploi, et a décidé qu'elle allait devenir influenceuse mode de vie. Au cours des 5 dernières années, elle a gagné tout au plus 800 € par mois grâce à son Instagram, où elle poste des photos de café artistiques, et vole des citations inspirantes sur Pinterest. Son contenu est exactement ce à quoi vous vous attendez, des posts d'inspiration génériques, des selfies dans le miroir, et, à l'occasion, des publications sponsorisées pour des compléments alimentaires douteux, qui la paient probablement en produits gratuits plutôt qu'en argent réel. Elle vit dans le sous-sol de mes parents, et conduit toujours cette même BMW vieille de 15 ans qu'ils lui avaient achetée. Alors, le mois dernier, j'ai enfin sauté le pas pour un projet que je planifiais, et pour lequel j'économisais depuis plus de 3 ans. Acheter une maison à Riverside Heights, ce quartier exclusif où vivent tous les médecins, les avocats, et les chefs d'entreprise à succès. Vous savez, ce genre de quartier. Des rues bordées d'arbres, des pelouses impeccables, des maisons qui ont un vrai cachet, au lieu de ressembler à des boîtes de banlieue toutes identiques. Le prix d'achat était de 850 000 €, ce qui, sur le marché actuel et pour cette zone, était en fait raisonnable. J'ai versé 170 000 € comptant, soit exactement 20% pour éviter l'assurance hypothécaire, et j'ai contracté un prêt pour le reste à 2,8%, car ma cote de crédit est excellente,
et mon taux d'endettement me permettait d'être facilement qualifié, avec beaucoup de marge. Le jour où j'ai eu les clés, j'ai pris une photo en les tenant devant la maison, et je l'ai postée sur Facebook. Les rêves deviennent réalité quand on travaille pour les atteindre. J'ai eu plus de 200 likes, et des tonnes de félicitations de la part d'amis d'université, de collègues de travail, d'anciens camarades de classe, et même de certains de mes vieux potes du bâtiment. Les gens étaient sincèrement heureux pour moi, car ils savaient à quel point j'avais travaillé dur pour en arriver là. Les commentaires étaient remplis de soutien, tellement fier de toi, j'ai hâte de voir la pendaison de crémaillère. Mes parents n'ont ni liké, ni commenté. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. 3 jours plus tard, mon téléphone sonne. C'était la voix de mon père, nous devons faire une réunion de famille, au sujet de cette situation avec la maison. Quelle situation avec la maison, ai-je demandé, sincèrement confus. Tu sais très bien de quoi je parle. Ta mère et moi en avons discuté, et nous pensons que tu dois reconsidérer certaines choses. Je me disais qu'il voulait peut-être la voir, ou organiser une fête d'emménagement. Oh, à quel point j'étais naïf. J'ai conduit jusqu'à chez eux ce soir-là, et je suis entré dans ce qui ressemblait à une intervention, comme on en voit dans les mauvaises séries télévisées. Mes parents étaient assis côte à côte sur le canapé, formant un front uni. Victoria était installée dans le fauteuil en face d'eux, l'air suffisant et prétentieux. Et il y avait une chaise vide face à eux tous, comme si j'étais sur le point de passer en cour martiale, jugé par ma propre famille. Toute la mise en scène était clairement préparée. Ils en avaient de toute évidence discuté à l'avance, et avaient décidé de leur stratégie. L'éclairage était tamisé, l'atmosphère était tendue, et j'ai immédiatement compris que ce ne serait pas la conversation de félicitations que j'avais naïvement espérée. Mon père commence, « Fils, nous avons discuté en famille, et nous pensons que la chose juste à faire, ce serait que Victoria ait la maison. » J'ai littéralement rigolé. « De quoi parlez-vous » Ma mère intervient, c'est exactement l'attitude dont nous parlons. Victoria galère en ce moment. Elle n'a pas les moyens de déménager, alors que tu t'en sors très bien. Tu pourrais facilement acheter une autre maison. Puis Victoria prend la parole, et cette partie fait encore grimper ma tension artérielle à chaque fois que j'y repense. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison comme ça. Et honnêtement, je pense que je la mérite plus que toi. J'ai traversé tant de traumatismes émotionnels en essayant de construire ma marque, et de m'imposer comme influenceuse. Toi, on t'a tout servi sur un plateau. Avec ton boulot en entreprise et tes revenus stables. Tu ne comprends pas les difficultés d'être une entrepreneuse créative, dans l'économie d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste que tu puisses vivre dans le luxe, pendant que je suis coincé au sous-sol, à essayer de joindre les deux bouts. Je l'ai dévisagé dans une incrédulité totale. Cette femme, qui n'a jamais travaillé un seul vrai jour de sa vie, dont le plus grand stress est de choisir entre les filtres Instagram, ou de décider quelle citation inspirante voler sur Pinterest. Et dont la décision quotidienne la plus difficile est de savoir si elle va commander un repas en ligne ou laisser maman lui préparer un sandwich, venait de me dire qu'on m'avait tout servi sur un plateau. L'audace était à couper le souffle. J'étais là, moi qui avais travaillé sur des chantiers par près de 40 degrés, passé des nuits blanches à étudier tout en cumulant plusieurs emplois, moi qui avais vécu de nouilles instantanées pendant des années pour économiser de l'argent, et elle pensait que j'étais le privilégié. Vous êtes tous fous, ai-je dit, et je suis sorti. Mon père a crié derrière moi, cette conversation n'est pas terminée. La famille prend soin de la famille. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Alerte spoiler, ça ne l'était pas. 2 semaines après cette étrange réunion de famille, je rentre du sport, et il y a un huissier de justice qui m'attend devant ma porte. Une femme en tailleur, d'allure professionnelle, me tend une enveloppe, comme si elle me livrait une pierre précieuse inestimable. Je l'ouvre directement sur le pas de ma porte, et je jure que j'ai cru halluciner. Mes propres parents m'attaquaient en justice pour ma maison, la maison que j'avais achetée avec mon propre argent. La plainte était un document de 47 pages de pure fantaisie. Point numéro 1, je leur devais 420 000 € en frais d'éducation et d'investissement scolaire. Point numéro 2, Victoria était financièrement désavantagée, en raison du climat économique affectant les entrepreneurs des réseaux sociaux. J'ai dû lire ça 2 fois. Point numéro 3, en tant que leur fils, j'avais l'obligation morale et légale d'assurer la stabilité financière de la famille. Point numéro 4, l'achat de la maison a été réalisé grâce aux compétences fondamentales et aux valeurs qu'ils m'avaient transmises, ce qui leur donnait des droits sur ce bien. Les réparations demandées comprenaient le transfert de la maison à Victoria,
l'obligation pour moi de continuer à payer le prêt hypothécaire pendant 36 mois, plus 15 000 € de dommages moraux, pour le stress que j'avais causé par mon égoïsme. J'ai appelé mon ami avocat, et je lui ai tout lu. Un silence de mort a suivi pendant 30 secondes. Puis, il a dit, « Mec, c'est la chose la plus dingue que j'ai jamais entendue, mais tu dois prendre ça au sérieux, car les gens fous peuvent quand même gagner, si tu ne te défends pas correctement. » J'aurais probablement dû l'engager, mais j'étais tellement en colère. Je voulais gérer ça moi-même. J'ai toujours été doué pour la recherche et la documentation, et honnêtement, je voulais avoir la satisfaction de les battre, en utilisant mes propres compétences. Le drame familial a commencé immédiatement. Victoria est passée en mode victime à 100% sur les réseaux sociaux. Elle a publié une longue story Instagram sur les membres toxiques de la famille, qui font passer l'argent avant l'amour, et sur la façon dont elle se battait pour ce qui est moralement juste. Elle avait environ 3000 abonnés à l'époque, principalement des faux comptes, et des femmes d'âge mûr qui la suivaient pour ses photos de café. Mais voici où ça devient divertissant. Elle a lancé une série sur TikTok, intitulée « Mon frère a volé mon avenir », où elle pleurait face caméra, racontant qu'elle avait déjà choisi les meubles pour sa maison, et comment j'étais en train de détruire la famille. Certaines vidéos ont fait un nombre de vues décent, parce que les gens adorent les catastrophes annoncées. Mes parents ont employé la manière forte sur Facebook. Ma mère a rédigé un véritable essai, sur la façon dont elle avait sacrifié sa carrière pour m'élever, et comment j'abandonnais la famille dans le besoin. Mon père a partagé des articles parlant d'enfants qui ont réussi, et qui ont oublié leurs racines. La cerise sur le gâteau, Victoria a créé une cagnotte en ligne, intitulée « Aidez-moi à me battre pour la maison familiale ». Elle affirmait que j'avais manipulé le système judiciaire, et qu'elle avait besoin de 30 000 € de frais de justice pour récupérer sa maison. Elle a récolté 847 € en 2 semaines, principalement auprès de la famille. Ma tante, la sœur de mon père, est devenue leur principal homme de main. Elle commentait chaque publication sur les réseaux sociaux, disant à quel point j'étais ingrat, et comment Victoria méritait de la stabilité. Elle a même appelé mon bureau pour essayer de me faire virer, disant à mon patron que j'étais mentalement instable, et que j'avais abandonné mes responsabilités familiales. Heureusement, mon patron a trouvé ça hilarant, et m'a simplement prévenu. Le harcèlement s'est rapidement intensifié. Ils ont commencé à passer en voiture devant ma maison, à des heures indues. Victoria postait des stories Instagram depuis sa voiture, garée à l'extérieur de mon quartier, avec des légendes du genre « je pense juste à ce qui aurait pu être », ou « certains ont vraiment tout ce qu'ils veulent sur un plateau ». J'ai installé une sonnette vidéo et des caméras de sécurité. En moins d'une semaine, j'ai surpris Victoria en train d'essayer de regarder à travers mes fenêtres à 23 heures. Ma tante prenait des photos de ma maison depuis la rue, et mes parents sont restés assis dans leur voiture, stationnés dans mon allée pendant 20 minutes, juste pour m'observer. Pendant la phase de communication des pièces pour le procès, j'ai dû fournir des documents financiers, prouvant que j'avais acheté la maison moi-même. De mon côté, j'ai exigé leur relevé financier, pour démontrer qu'ils n'avaient aucun droit sur la propriété. C'est alors que j'ai découvert quelque chose de fascinant. Mes parents avaient menti sur leur situation financière. Ils n'étaient pas du tout en difficulté. Ils possédaient plus de 200 000 € en épargne et investissement, mais ils racontaient à tout le monde, y compris à Victoria, qu'ils étaient fauchés. Les relevés de Victoria étaient encore meilleurs. Cette femme, qui affirmait être financièrement désavantagée, recevait 2 500 € par mois de la part de mes parents depuis 3 ans. De plus, il payait son assurance auto, sa facture de téléphone, son assurance maladie, et la laissait vivre sans payer de loyer. Elle gagnait 800 € par mois avec Instagram, et recevait 2 500 € par mois de mes parents. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais le grand méchant, parce que je ne lui donnais pas ma maison. La phase d'enquête a duré 4 mois. Le harcèlement familial, lui, continuait. Victoria faisait des TikTok devant chez moi. Mes parents se pointaient dans les endroits où ils savaient que je serais. Ils me surveillaient toujours, sans jamais parler. Mais je documentais absolument tout, des photos, des vidéos, des captures d'écran, et des relevés bancaires. Je montais un dossier, non seulement pour garder ma maison, mais surtout pour exposer à quel point ils étaient des gens manipulateurs. Le passage au tribunal a été programmé pour février. J'avais 3 mois pour préparer la guerre. Les 3 mois précédant le procès, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, où la voiture était la réputation de ma famille, et où j'avais la meilleure place pour y assister. La série TikTok de Victoria,
mon frère a volé mon avenir, a commencé à attirer l'attention, mais pas le genre de soutien qu'elle espérait. Les commentaires posaient des questions basiques, du genre « Pourquoi tu ne trouves pas un travail ?» ou « En quoi est-ce sa faute si tu ne possèdes pas de maison ?» Au lieu de répondre logiquement, elle publiait des vidéos en pleurant, se plaignant que tout le monde ne comprenait pas la difficulté de construire une marque personnelle, et que certaines personnes naissaient avec des privilèges. Les commentaires sont devenus encore plus brutaux, « Ma grande, ton frère a travaillé dans le bâtiment, et toi tu vivais dans le sous-sol de tes parents. De quel privilège tu parles ?» Victoria a redoublé d'efforts. Elle a commencé à faire des vidéos sur la violence économique, et sur les membres de la famille qui vous manipulent pour vous faire croire que vous ne méritez pas le succès. Elle en a même fait une, où elle a conduit jusqu'à mon quartier, et s'est filmée en train de pleurer dans la voiture, expliquant qu'elle devrait vivre ici, au lieu d'un sous-sol. La vidéo a fait 50 000 vues, mais pour toutes les mauvaises raisons. Les gens ont commencé à faire des vidéos en réponse, pour la tourner en ridicule. Quelqu'un a retrouvé son LinkedIn, prouvant qu'elle était au chômage depuis 5 ans. Une autre personne a retrouvé d'anciens posts Instagram, où elle se vantait de sacs de créateurs et de vacances que mes parents lui avaient payés. Internet faisait mes recherches à ma place. Pendant ce temps, mes parents ont engagé un deuxième avocat, après que le premier leur a dit que l'affaire était ingagnable, et qu'ils devaient laisser tomber. Le nouveau gars était plus cher, mais tout à fait disposé à prendre leur argent. D'autres membres de la famille ont commencé à être impliqués. Mon oncle a appelé, pour essayer de jouer les médiateurs, « Ne peux-tu pas simplement lui donner l'argent de l'apport ? Tu peux te permettre d'acheter une autre maison, et ça préserverait la paix. » Je lui ai répondu exactement ce que j'ai dit à tous les autres. Je ne donne rien à personne. J'ai mérité cette maison. Si Victoria veut une maison, elle n'a qu'à trouver un travail et s'en acheter une. Ma grand-mère m'a appelé en larmes, disant que la famille était en train de s'effondrer. Celui-là m'a fait mal, parce que je la respecte vraiment, mais j'ai tenu bon. Noël a été particulièrement divertissant. J'ai été désinvité, évidemment, mais j'ai appris plus tard que Victoria avait passé tout le dîner à parler de sa maison, et à montrer aux gens les photos qu'elle avait prises depuis la rue. Elle faisait des plans de redécoration, et discutait de l'endroit où elle installerait son atelier d'art. Mon cousin était présent, et m'a raconté qu'elle avait littéralement déclaré, « Une fois que j'aurai la maison, j'organiserai une énorme pendaison de crémaillère, pour fêter le fait que justice a été rendue. » Cette femme y vivait déjà dans sa tête. Pendant qu'ils étaient occupés à jouer les victimes sur les réseaux sociaux, je faisais du vrai travail. J'ai embauché un jury comptable pour analyser leurs documents financiers, issus de l'enquête. Ce que nous avons découvert était magnifique. Mes parents avaient menti à Victoria sur le fait d'être fauchés, alors qu'ils étaient assis sur plus de 200 000 € d'actifs. Ils lui avaient versé 2 500 € par mois pendant 3 ans, soit 90 000 € au total. Ils avaient acheté sa voiture, payé ses vacances, ses frais médicaux, absolument tout. Victoria n'avait jamais déclaré d'impôt sur l'argent qu'ils lui donnaient. Ils avaient contracté un prêt garanti par leur maison à hauteur de 50 000 € pour financer le procès. Le meilleur dans tout ça, c'est que Victoria affirmait être une entrepreneuse indépendante sur les réseaux sociaux, tout en prenant 30 000 € par an à papa et maman. J'ai également découvert que ma tante poussait au procès depuis le début. Elle ne m'avait jamais aimé, et aidé à payer leurs frais d'avocat. 3 semaines avant l'audience, Victoria a fait sa plus grosse erreur. Elle a posté un TikTok où elle achetait des meubles pour sa nouvelle maison, dans un magasin chic. Elle choisissait des canapés et des salles à manger, tout en parlant de manifester la vie qu'elle méritait. Quelqu'un a enregistré la vidéo et me l'a envoyée. Les commentaires étaient sanglants, « C'est gênant, imagine avoir 33 ans et agir comme ça, ton frère a esquivé une balle. » Victoria a même répondu au message haineux, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. 2 semaines avant le tribunal, ils ont fait leur dernière tentative. Mes parents, Victoria et ma tante ont débarqué chez moi, un dimanche matin, pendant que je travaillais dans le garage. Ils n'ont pas frappé, ils sont juste entrés, comme si l'endroit leur appartenait. Mon père a commencé, « Fils, nous pouvons encore résoudre ça sans passer par le tribunal. Fais juste ce qui est juste. » Victoria se promenait sur ma propriété, comme si elle en était déjà la propriétaire, prenant des photos, et discutant de l'endroit où elle planterait des fleurs. Je leur ai dit de quitter ma propriété, sinon j'allais appeler la police. Ma tante a commencé à hurler sur mon ingratitude. Victoria s'est mise à pleurer, disant que je détruisais ses rêves, et ma mère ne cessait de répéter, « La famille doit s'entraider. »
Je suis rentré à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, et j'ai appelé les urgences. Au moment où la police est arrivée, ils étaient partis. Mais j'ai quand même déposé une plainte. Ce soir-là, Victoria a posté une story Instagram, racontant comment j'avais appelé la police contre ma propre famille, et que certains étaient prêts à tout pour éviter de faire ce qui était juste. Les commentaires n'étaient pas du tout solidaires. Le procès avait lieu le lundi matin. J'ai passé le dimanche à organiser les preuves, les dossiers financiers, les captures d'écran des réseaux sociaux, les photos d'intrusion, le rapport du jury comptable, absolument tout. J'étais prêt à les anéantir. Le jour du tribunal, je me sentais comme un matin de Noël. Je suis arrivé en avance, vêtu de mon plus beau costume, portant 2 mallettes remplies de preuves. Je me sentais comme un procureur qui s'attaque à une famille mafieuse, à la différence que je me battais pour quelque chose qui m'appartenait déjà. Mes parents sont arrivés avec Victoria, ma tante, et environ 6 autres proches, venus en soutien moral. Ils étaient habillés comme s'ils assistaient à des funérailles, tous assortis en noir et bleu marine. Victoria portait un dossier, rempli d'impressions Pinterest de design d'intérieur. Elle avait littéralement apporté des idées de décoration au tribunal, comme si elle prévoyait déjà d'emménager. Leur nouvel avocat avait l'air nerveux. C'était la première fois qu'il voyait toutes mes preuves, et je pouvais lire qu'il réalisait dans quel désastre il s'était fourré. La juge était une femme d'une 50aine d'années, très pragmatique, qui donnait l'impression d'avoir vu tous les types de drames familiaux imaginables. Elle a commencé par demander aux 2 parties de résumer brièvement leurs arguments. Leur avocat a pris la parole en premier. « Votre honneur, mes clients sont des parents aimants, qui ont massivement investi dans le développement de leur fils, et qui cherchent aujourd'hui une distribution équitable des fruits de cet investissement. La sœur du défendeur est en détresse financière et a besoin d'un logement stable, tandis que le défendeur a les moyens d'acquérir facilement une autre propriété. C'était mon tour. Votre honneur, je suis le seul propriétaire du bien en question. Je l'ai acheté intégralement avec des fonds que j'ai gagnés, et économisés grâce à mon propre emploi. Aucune autre partie n'a contribué à cet achat. De quelque manière que ce soit. Ce procès est une tentative de vol de ma propriété légalement acquise, fondée sur la fausse prémisse selon laquelle les enfants adultes devraient à leurs parents la propriété de leurs biens. La juge a hoché la tête. Examinons les preuves. Ils ont commencé, et c'était magnifique de les voir se passer la corde au cou. Pièce à conviction numéro 1, des photos de moi bébé, comme preuve de leur investissement. La juge les a regardées. Quel est le rapport entre des photos de bébé et la propriété immobilière? Leur avocat s'est mis à gigoter. Elle montre l'investissement émotionnel et financier de mes clients. La juge a haussé un sourcil. Prétendez-vous que les dépenses parentales créent des droits de propriété sur les biens d'un enfant devenu adulte? Silence gêné. Pièce à conviction numéro 2, les relevés de prêts étudiants de Victoria, s'élevant à 180 000 €. La juge s'est tournée vers elle. Qui est responsable de ces prêts? Victoria a dégluti. Moi, mais je ne peux pas me permettre de les rembourser, à cause de la situation économique qui affecte les influenceurs. L'expression de la juge n'a pas changé. Quel est votre statut professionnel actuel? Je suis entrepreneuse, je construis ma marque personnelle sur les réseaux sociaux. Quel revenu cela génère-t-il? Il ne s'agit pas de revenus pour le moment, mais de fidéliser une audience. La juge s'est légèrement adossée. Donc, vous êtes au chômage. Je suis travailleuse indépendante. Pièce à conviction numéro 3, le plan d'affaires de Victoria, visant à transformer ma maison en un espace créatif et un studio de création de contenu. La juge a feuilleté les pages. Le défendeur a-t-il donné son accord pour ce projet? Leur avocat s'est éclairci la gorge. Non, votre honneur, mais cela montre comment la propriété pourrait être mieux utilisée. Par quelqu'un qui n'en est pas propriétaire, a rétorqué la juge d'un ton sec. Puis ce fut mon tour. Pièce à conviction numéro 1, mes relevés financiers complets, prouvant que j'avais acheté la maison entièrement avec mon propre argent. La juge a acquiescé. Cela démontre clairement une propriété exclusive. Y a-t-il une contestation sur ces faits? Leur avocat a hésité. Non, votre honneur, mais... Mais quoi? Des preuves, s'il vous plaît. Pièce à conviction numéro 2, le rapport du jury comptable, montrant que mes parents possédaient plus de 200 000 € d'actifs, tout en prétendant être fauchés. La juge a levé les yeux brusquement. Donc,
les plaignants ont délibérément menti sur leur situation financière. Oui, votre honneur. Ils disaient à tout le monde qu'ils ne pouvaient pas aider Victoria, tout en lui donnant secrètement 2500 € par mois. Pièce à conviction numéro 3, les relevés bancaires, prouvant que Victoria avait reçu 90 000 € de mes parents, sur une période de 3 ans. La juge s'est de nouveau tournée vers elle. Étiez-vous consciente de recevoir 30 000 € par an de vos parents? Ce n'était pas un revenu, c'était un soutien familial. Avez-vous déclaré ce soutien sur vos déclarations de revenus? Je ne pensais pas en avoir l'obligation. Vous avez perçu 90 000 € de revenus non déclarés, tout en plaidant la difficulté financière. Le visage de Victoria est devenu livide. Pièce à conviction numéro 4, les captures d'écran des vidéos TikTok de Victoria, y compris celles où elle achetait des meubles. La juge a réellement regardé Victoria se promener dans un magasin, pointant des canapés du doigt, souriante, et parlant de sa nouvelle maison. Avez-vous créé cette vidéo, a demandé la juge. Oui, mais je faisais juste de la visualisation pour mon avenir. Vous faisiez des achats de meubles, pour une maison que vous ne possédez pas, alors même qu'une procédure judiciaire était en cours. Je manifestais mon succès. Pièce à conviction numéro 5, des photos et les rapports de police concernant leurs intrusions. Le ton de la juge s'est durci. Êtes-vous entré sur la propriété du défendeur sans sa permission? Mon père a pris la parole, nous sommes ses parents. Nous essayons de résoudre cela en famille. Sur une propriété que vous poursuivez actuellement en justice pour l'obtenir. Pas de réponse. La juge a suspendu l'audience pendant 15 minutes. À son retour, elle n'a pas perdu de temps. Cette affaire est non seulement dénuée de fondement, mais elle frise le harcèlement. Elle a regardé mes parents droit dans les yeux. Le défendeur a acheté cette propriété avec ses propres fonds. Les plaignants n'ont absolument aucun droit légal dessus. Puis, elle s'est légèrement tournée vers Victoria. De plus, la plaignante, Victoria, a fait preuve d'un schéma inquiétant d'arrogance et d'irresponsabilité financière, tout en recevant un soutien substantiel et non déclaré de la part de ses parents. Elle a fait une pause, puis a ajouté, le défendeur a fait preuve d'une retenue remarquable, face à ce qui semble être une campagne de harcèlement coordonnée. Affaire classée. Elle m'a même accordé le remboursement des frais de justice, bien que je me sois représenté moi-même. Victoria a fondu en larmes, là, en plein milieu de la salle d'audience. Ma tante a commencé à hurler à la partialité judiciaire, jusqu'à ce que la sécurité lui ordonne de se taire. Mes parents sont restés assis là, abasourdis, comme si quelqu'un était mort. Mais le vrai spectacle a commencé à l'extérieur, sur les marches du palais de justice. Victoria a complètement pété les plombs. Elle pleurait à chaudes larmes, hurlant que la juge n'avait rien compris, et que j'avais tout manipulé. Ma tante est entrée dans une crise hystérique totale, criant sur des passants au hasard, parlant de corruption et de système judiciaire défaillant. La sécurité a dû l'avertir à nouveau. Les passants ont commencé à reconnaître Victoria, à cause de ses vidéos TikTok. 2 étudiantes se sont arrêtées, et l'une d'elles a dit « Oh mon Dieu, c'est la fille qui pense que son frère devrait lui donner sa maison. » Elles ont sorti leur téléphone. Victoria les a vues filmer, et s'est mise à hurler encore plus fort, ce qui les a seulement poussées à filmer davantage. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement marché jusqu'à ma voiture, et je suis parti. La victoire était savoureuse, mais je savais que ce n'était pas fini. Dans les 24 heures, Victoria a posté une vidéo TikTok de 10 minutes, hurlant contre les juges corrompus et les tribunaux truqués. Elle affirmait que j'avais, d'une manière ou d'une autre, manipulé le système, et promettait de faire appel. Les commentaires étaient brutaux, accepte la défaite et trouve un boulot, c'est embarrassant, ton frère ne te doit rien. Elle s'est entêtée, publiant encore plus de vidéos sur l'injustice et la corruption. Mes parents s'y sont remis aussi. Ma mère a écrit de longs posts Facebook, expliquant comment j'avais choisi l'argent au lieu de la famille. Mon père a partagé des articles sur les enfants ingrats. Cette fois-ci, cependant, les gens n'y croyaient plus. Les amis, les voisins, et même des parents éloignés, ont commencé à les recadrer. Je me souviens de l'époque où ils cumulaient 2 emplois pour payer l'université, pendant que Victoria avait tout servi sur un plateau, ou encore peut-être que si vous aviez traité vos enfants de manière égale. Cela ne serait pas arrivé. Ma tante a essayé d'organiser un boycott familial contre moi, appelant les proches et exigeant qu'ils coupent tout contact. Cela s'est retourné contre elle immédiatement. Mon cousin lui a dit, tu es idiote.
Il a acheté une maison avec son propre argent. Personne ne doit quoi que ce soit à Victoria. Ma grand-mère a appelé mes parents, et leur a dit qu'ils devraient avoir honte. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Mais le harcèlement n'a pas cessé. Victoria a recommencé à passer devant chez moi tous les jours, filmant en permanence. Elle se garait de l'autre côté de la rue, faisant des vidéos pour expliquer pourquoi elle devrait vivre là. Mes parents ont de nouveau commencé à se pointer sur mon lieu de travail, patientant sur le parking, dans l'espoir de me croiser. Quand cela a échoué, ils se sont mis à appeler le bureau avec de fausses urgences. Mon patron a fini par bloquer leur numéro. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 semaines après le tribunal. Je suis rentré à la maison, et j'ai trouvé Victoria dans mon jardin. Elle avait escaladé la clôture, et prenait des mesures, dessinant des plans pour des parterres de fleurs et des terrasses. Quand elle m'a vu, elle n'avait même pas l'air gênée. Je prépare juste le terrain, pour le jour où tout cela sera réglé correctement, a-t-elle déclaré. Le système judiciaire a échoué, mais la justice triomphera un jour. J'ai appelé la police. Elle a été arrêtée pour intrusion ce soir-là. Elle a posté un message depuis le poste de police, pleurant sur le fait que j'avais appelé les flics contre ma famille, et que j'abusais du système. Personne n'a eu pitié d'elle. Autre chose a commencé à se produire à cette époque. La pression était enfin en train de briser mes parents. Ils se disputaient constamment, se rejetant la faute pour tout. Mon père voulait tout laisser tomber, et essayer d'arranger les choses. Ma mère, elle, était toujours convaincue que Victoria méritait justice. Victoria les poussait à faire appel, et même à me poursuivre de nouveau. Pendant ce temps, je continuais de tout documenter, les photos d'intrusion, les captures d'écran des postes, les preuves de harcèlement au travail. J'ai réalisé quelque chose d'important, ils n'allaient jamais s'arrêter. Ils n'étaient pas capables d'admettre leur tort. Ils continueraient à insister, à me harceler, jusqu'à ce que quelqu'un les oblige à faire face à de vraies conséquences. J'ai donc décidé de leur donner très exactement ce qu'ils réclamaient. La justice. Mais pas celle à laquelle ils s'attendaient. En travaillant dans l'immobilier commercial, on apprend beaucoup de choses sur la situation financière des gens. On tisse également des liens avec des avocats, des comptables, et des personnes qui savent comment creuser les dossiers. Après l'arrestation de Victoria, j'ai eu une conversation avec mon ami avocat, non pas au sujet de les poursuivre en justice, mais d'autre chose. Et si quelqu'un commettait une fraude fiscale, une usurpation d'identité, et menait des campagnes de financement frauduleuses, ai-je demandé. Il a esquissé un léger sourire. Alors je dirais que c'est le genre de choses qui pourrait beaucoup intéresser le fisc et le FBI. Je me suis donc mis à fouiller. Les finances de Victoria étaient un désastre. Elle avait reçu 2 500 € par mois de mes parents pendant 3 ans, soit 90 000 € au total. Et rien de tout cela n'avait été déclaré comme revenu. Elle prétendait être chef d'entreprise, alors qu'elle n'avait presque aucun revenu légitime. Sa campagne de financement affirmait que j'avais volé la maison familiale, et qu'elle avait besoin d'argent pour ses frais d'avocat, mais elle en avait utilisé la majeure partie pour des dépenses personnelles. Elle avait utilisé l'adresse de mes parents pour des demandes de crédit, tout en indiquant des adresses différentes ailleurs. Elle avait même essayé d'utiliser mes propres informations, pour obtenir une préapprobation de prêt hypothécaire sur ma maison. Mes parents n'étaient pas blancs comme neige non plus. Ils avaient menti en prétendant être en difficulté financière, alors qu'ils possédaient plus de 200 000 € d'actifs. Ils avaient souscrit un prêt garanti par leur maison pour financer le procès. Mais la plus grande erreur que Victoria ait commise, c'est d'avoir absolument tout documenté. Des mois de stories Instagram, de TikTok, de posts Facebook. Des vidéos où elle dépensait l'argent récolté en vêtements et au restaurant. Des posts où elle se disait indépendante, tout en recevant l'argent de mes parents. Des messages détaillant comment elle prévoyait de prendre ma maison pour la revendre. Il y avait même une vidéo, la montrant en train de remplir des demandes de crédit, en utilisant les informations financières de mes parents. Elle avait créé une trace numérique complète et accablante. J'ai tout compilé, les dossiers financiers, les captures d'écran, et les documents légaux. Ensuite, j'ai tout envoyé. Au fisc pour fraude fiscale. Au FBI pour fraude électronique liée à la collecte de fonds. Au procureur général de l'État pour les campagnes frauduleuses. Aux agences d'évaluation du crédit pour les problèmes d'identité. Au service des fraudes de la plateforme de financement. Et à Instagram ainsi qu'à TikTok, pour harcèlement et faux contenu. Et puis, j'ai attendu.
Pendant que les enquêtes démarraient, Victoria continuait de s'enfoncer. Elle a lancé une autre campagne de financement sur une plateforme différente, prétendant avoir besoin d'argent pour faire appel. Elle vendait également des vidéos personnalisées sur Cameo, se plaignant de sa situation pour 25 € l'unité. Mes parents me harcelaient toujours, mais moins fréquemment. Ils étaient trop occupés à gérer leur propre stress financier, ainsi que leurs disputes constantes. Le procès les avait épuisés, et le mode de vie de Victoria n'était pas donné à entretenir. C'est alors que les choses ont commencé à s'effondrer. La nouvelle campagne de collecte de fonds de Victoria a été fermée en une semaine. La plateforme a signalé son compte pour fraude, après avoir examiné son activité passée. Elle a été bannie définitivement. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont suivi le même chemin. Instagram a supprimé son profil pour harcèlement et contenu trompeur. TikTok l'a banni peu de temps après. Snapchat a suspendu son compte pour infraction aux règles. Elle n'avait plus aucune plateforme. Victoria a alors commencé à publier depuis des comptes secondaires, fulminant contre la censure, et affirmant qu'on la réduisait au silence parce qu'elle disait la vérité. Plus personne ne s'y intéressait. Ensuite, les lettres du fisc sont arrivées. Mes parents ont été soumis à un audit. Un examen financier complet, remontant sur 3 ans. Des questions ont été posées, sur les 90 000 € qu'ils avaient donnés à Victoria, sur leurs activités financières non déclarées, et sur le prêt garanti par leur maison. Victoria a reçu son propre avis quelques jours plus tard. Le fisc souhaitait discuter des divergences dans sa déclaration de revenus, ainsi que des allégations liées à son entreprise. Mais le véritable choc a eu lieu quand des agents fédéraux ont débarqué, le FBI, division des crimes financiers. Ils se sont présentés chez mes parents, demandant à voir Victoria. Selon mon cousin, elle a paniqué instantanément. Elle ne pouvait même pas répondre aux questions les plus basiques, sans se contredire. Elle m'a appelé le soir même, pleurant plus fort que je ne l'avais jamais entendu. « Je t'en supplie, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il faut que tu arrêtes ça », a-t-elle imploré. « Je n'ai rien fait », ai-je répondu calmement. « Tu devrais peut-être prendre un avocat. » L'enquête s'est éternisée pendant 3 mois. Durant cette période, tout a basculé. Le harcèlement a cessé du jour au lendemain. Fini les passages en voiture, fini les posts sur les réseaux, et fini les appels à mon bureau. Ils étaient bien trop occupés à essayer de garder la tête hors de l'eau. Victoria est retournée vivre à plein temps chez mes parents, car elle n'avait plus le moindre revenu. Mes parents ont vendu leur bateau, annulé leurs vacances, et commencé à liquider leurs actifs pour couvrir les frais de justice. Ma tante est restée muette, après que son employeur a reçu des plaintes concernant son harcèlement en ligne. Dans une petite ville, une réputation ne se remet pas de ce genre d'attention. Pendant ce temps, ma vie s'est améliorée. J'ai obtenu une promotion au travail, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'incroyable, et j'ai organisé des soirées-jeux ainsi que des dîners. Je profitais enfin de la maison pour laquelle j'avais tant travaillé. Mais je n'en avais pas terminé. 6 mois après le procès, j'ai reçu un appel à 23 h. C'était mon père. Sa voix semblait complètement différente. Il était brisé. « Fils, il faut qu'on parle. Je t'en prie, peux-tu passer à la maison ?» J'ai failli ne pas y aller, mais la curiosité l'a emporté. À mon arrivée, je n'avais même plus l'impression que c'était la maison où j'avais grandi. L'allée semblait vide. La voiture de ma mère avait disparu. La BMW de Victoria avait un sabot sur la roue, à cause de contraventions impayées. À l'intérieur, la maison paraissait dépouillée. Des meubles manquaient, les décorations n'étaient plus là. Même la grande télévision avait disparu. Ils avaient vendu presque tout ce qu'ils possédaient. Mes parents avaient l'air plus vieux, fatigués, vaincus. Victoria était assise à la table de la cuisine, entourée de papiers, complètement vidés. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé. Mon père a pris une grande inspiration. Le FBI. Il recommande des poursuites contre Victoria. Fraude électronique, évasion fiscale, et usurpation d'identité. Il a fait une pause. Elle risque de 3 à 5 ans de prison fédérale. Victoria s'est effondrée instantanément. Je suis tellement désolée, a-t-elle sangloté. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'étais juste en colère et jalouse. J'ai pris des décisions stupides. Ma mère est intervenue. Nous avons parlé à 3 avocats. Ils disent tous la même chose. Les preuves sont accablantes.
Elle m'a regardé avec prudence. La seule chose qui pourrait t'aider, ce serait si les victimes. Si tu étais prêt à parler en sa faveur. J'ai failli éclater de rire. Vous m'avez poursuivi en justice pour me prendre ma maison, vous m'avez harcelé pendant des mois, et maintenant, vous voulez mon aide. Mon père a hoché lentement la tête. Nous savons que nous avions tort sur toute la ligne. Nous t'en supplions. Victoria a levé les yeux, le visage bouffi. Je ferai n'importe quoi. Je trouverai un travail. Je te rembourserai. Je ferai des excuses publiques. N'importe quoi. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison. J'ai balayé la pièce du regard. Puis j'ai demandé, quoi d'autre? Ma mère a hésité. Le contrôle fiscal. Nous devons 67 000 € en arriérés d'impôts et en pénalités. Nous devons vendre la maison. Mon père a ajouté doucement, nous perdons tout. Victoria s'est mise à pleurer de plus belle. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis j'ai dit, c'est la première fois de ta vie que tu fais face à des conséquences. J'ai regardé mes parents droit dans les yeux. Et vous deux, vous avez passé des décennies à vous assurer qu'elle n'ait jamais à en subir. Mon père a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas terminé. Vous m'avez traîné en justice. Vous avez essayé de me prendre ce que j'avais bâti moi-même. Vous m'avez harcelé au travail. Vous vous êtes introduit illégalement sur ma propriété. Vous avez essayé de détruire ma réputation. J'ai fait une pause. Et maintenant, vous voulez que je vous aide. Victoria tremblait. Je t'en prie, je t'en supplie. Ma mère a ajouté précipitamment, nous signerons n'importe quoi. Nous ne te contacterons plus jamais. Aide-nous juste pour cette fois. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai déclaré, voici ce qui va se passer. Ils se sont tous penchés en avant. Victoria va faire face aux conséquences de ses actes. Et vous deux, vous allez gérer les conséquences de votre complaisance. J'ai reculé. Quant à moi, je rentre chez moi. Victoria s'est mise à hurler. Tu ne peux pas me laisser aller en prison. Je suis ta sœur. Je l'ai regardée calmement. Tu es une étrangère, qui se trouve par hasard partager mon ADN. Ma mère a essayé une dernière fois. Et si nous te remboursions? J'ai failli sourire. Avec quel argent? Ensuite, je me suis tourné vers la porte. Vous savez ce qui est ironique? Si vous aviez simplement été heureux pour moi, nous serions encore une famille. Personne n'a dit un mot. Mais vous avez choisi la cupidité. Vous avez choisi de vous croire tout permis. Vous l'avez choisi, elle, plutôt que la réalité. Derrière moi, je pouvais entendre mon père pleurer. Nous sommes tellement désolés. Je ne me suis pas retourné. Le moment des excuses, c'était avant le procès. Et puis, je suis parti. Victoria a été condamnée à 18 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Elle a également dû rembourser toutes les personnes qui avaient fait des dons, pour ces campagnes frauduleuses. Mes parents ont perdu leur maison, et ont emménagé dans un petit appartement. Mon père a fait une crise cardiaque due au stress. L'assurance a couvert une partie des frais, mais pas la totalité. Ma tante a perdu son emploi, après que son employeur a examiné son comportement en ligne. La majeure partie de la famille a pris mon parti, une fois que tout a éclaté au grand jour. Ma grand-mère m'a dit qu'elle était fière de moi. Et moi? Je vis toujours dans ma maison, celle que j'ai achetée avec mon propre argent. Je me suis fiancé à Sarah, la femme avec qui je sortais.